On est avec Claudie Simard, Gabriel Tétrault et Julien Fecteau-Robertson et on parle de science-fiction. On parle de science-fiction. Qu'est-ce que la science-fiction? On va en apprendre un peu plus. On va commencer peut-être par citer un contexte, si vous voulez bien. Tu es enseignant en littérature. La science-fiction, c'est d'abord un genre littéraire. Je pense que ça a commencé comme ça. Peux-tu m'en parler un peu plus? Oui, ben, c'est-à-dire, il y en a qui placent ça très, très loin. Même dans la Bible, c'est-à-dire, il y a des moments où on voit des lumières, il y a des scènes des Attention, là, on n'a pas dit que la Bible est une science-fiction. Non, je ne dis pas que c'est une science-fiction, mais le genre n'était pas encore né. Mais il y a des gens qui placent ça très, très loin, en même temps que la naissance, pratiquement des mythes. Mais le genre date à peu près 17e, 18e siècle, un peu en même temps que l'émergence de la science. C'est pour ça qu'on dit science-fiction. Donc, c'est un mélange de la science et de la fiction. Puis les premiers scientifiques, il y a certains qu'on les considère comme les premiers à avoir écrit des sortes de science-fiction, comme Kepler a écrit des ouvrages qui sont considérés comme le début de la science-fiction. Mais un de ceux qui est le plus connu, là, c'est Jules Verne, par exemple, Le Voyage sur la Lune, Le Tour du monde. C'est lui qui est considéré comme un des premiers à avoir lancé le genre. Puis depuis, ça a gagné de plus en plus en popularité. Puis là, c'est devenu vraiment un genre qui s'assume complètement. Mais non seulement... Puis là, on le voit aujourd'hui avec... je pensais à tout ça, je me disais, tu sais, sur Netflix, la science-fiction déborde là, en ce moment. Les Avengers, on pense, c'est probablement le plus gros budget, c'est les acteurs les plus connus. Alors que quand nous, on était petits, ouais, je peux dire ça, c'était quand même vaguement dénigré ou mal vu. Ouais. Est-ce que tu as lu des ouvrages de science-fiction? Ou... Bien, souvent, c'est des films que je regarde, que les gens regardent. Puis là, ensuite, je me rends compte que c'est basé sur un roman écrit dans les années 50 ou parfois même en 1893. Puis, tu sais, je pense à La Guerre des mondes, entre autres. J'ai pas retenu le nom de l'auteur, malheureusement, mais on se rend compte que notre cinéma est alimenté par des penseurs du siècle dernier. Puis on se rend compte de la vision qu'avaient c'est souvent des hommes, malheureusement, parce que l'éducation était... C'est un autre débat féministe, là, mais c'est souvent des hommes parce qu'ils avaient le droit d'écrire et la facilité pour le faire avec l'éducation. Mais en tout cas, bref, je me rends compte qu'il y a 100 ans, des fois 200 ans, on imaginait des choses qui, aujourd'hui, nous fascinent encore. Quand on pense à La Guerre des mondes, le récent film avec Tom Cruise, entre autres, un film à succès. Et là, on se rend compte que la littérature, elle date vraiment de très, très longtemps. Mais l'anticipation, moi aussi, je trouve ça fascinant parce que Jules Verne ou d'autres, je veux dire, il a anticipé le voyage sur la Lune. Bon. Réglons ça tout de suite. Monsieur Fecteau-Robertson. Oui. OK. Quelle est la limite entre la science-fiction, le fantastique et l'anticipation? Hey boy. Ou les super-héros aussi, parce qu'il y a beaucoup de super-héros interplanétaires. Ça rentre là-dedans. Moi, j'aurais envie de dire, il n'y en a pas. Déjà, on parle de science-fiction. Tu parlais de l'importance de la technologie. 99 du temps, on devrait parler de technologie-fiction plutôt que de science-fiction. Parce que souvent, c'est pas tant des nouvelles découvertes scientifiques qu'il y a dans l'histoire, mais bien un nouveau gadget, une nouvelle bébelle qui nous permet de faire quelque chose de nouveau. Puis tu parlais des super-héros, qui est une de mes grandes passions, même plus que la science-fiction. Mais tu sais, est-ce que, mettons, Spider-Man, est-ce que c'est de la science-fiction? Ben oui, dans la mesure où il y a ces pouvoirs qui viennent d'une expérience scientifique, mais le focus de l'histoire n'est pas là-dessus nécessairement. Tu sais, souvent, puis tu parlais du fantastique, souvent on confond le fantastique puis le merveilleux, alors que normalement, s'il y a un élément surnaturel qui survient dans un contexte normal, là, on est dans une œuvre plutôt fantastique. Alors que quand on crée un monde imaginaire, là, on est dans le merveilleux à la Tolkien, par exemple. Donc, à la question que je t'ai demandé, dans le fond... Et à laquelle je n'ai pas répondu du tout. Oui, tout à fait. Non, c'est ça. C'est qu'au fait, c'est plus flou. Il n'y a pas vraiment... c'est ça. Mettons 1984, qui est un des grands romans d'anticipation.
techniquement, il n'y a pas vraiment d'invention technologique et encore moins de découvertes scientifiques nouvelles dans cette histoire-là. Mais on est dans un monde totalement différent du nôtre parce que c'est de la politique fiction rendue là. T'sais. C'est une genre de dystopie, en fait. C'est ça, tu sais. Mais moi, je vois beaucoup la science-fiction comme des expériences de pensée. C'est-à-dire qu'il y a souvent très souvent, il y a de la science, mais c'est des expériences de pensée. Donc, on prend une hypothèse. Souvent, on va appeler ça aussi de la littérature à idées. Donc, on part d'une idée, puis on essaie de voir où ça nous mène. Donc, le voyage dans le temps, qu'est-ce que ça fait? Si on va dans le temps changer quelque chose, qu'est-ce que ça va faire aujourd'hui? Donc, il y a plein de choses comme ça où l'idée de Frankenstein, c'est comment on recrée la vie à partir de bouts d'un humain qui n'a plus la vie à l'intérieur. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment, pour moi, des expériences de pensée. Donc, c'est comme un... Puis c'est pas juste propre à la littérature. Puis tu sais, maintenant, le cinéma, c'est décuplé maintenant. Le cinéma, de toute façon, a beaucoup plus grand budget que la littérature, mais c'est vraiment comme la puissance. Moi, je trouve qu'on voit vraiment la puissance de l'imaginaire dans la science-fiction. Magnifique. Quand tu parles des expériences de pensée et de la puissance de l'imaginaire. Donc, il y a du monde qui ont déjà changé de poste. Mais c'est pour ceux qui l'ont pas encore fait. Parce que, bon, ils se disent, bon, on va écouter pareil, mais moi, j'haïs ça, la science-fiction. Il y a quand même une réflexion intéressante à avoir. Si on apprécie l'imaginaire, la pensée, en quelque part, il y a peut-être des perles desquelles on devrait peut-être avoir de l'attention et pas juste rejeter un genre complet qui est énorme et qui a beaucoup de facettes. On vient d'en parler énormément. Puis, tu as raison de mentionner aussi que le cinéma, même justement, on parlait de Voyage dans la Lune, même à partir de Méliès, donc les tout débuts du cinéma, ça a été une des premières interrogations, ou en tout cas des désirs, des souhaits de l'humain de sortir de soi, de sa réalité, sortir du réel. Être confronté à d'autres idées, là. Oui, exactement. Cela étant dit, dans l'anticipation, il y a quand même quelque chose que je dirais qui est plus ancré dans le politique et dans le réel. Tu sais, à mon avis, quelqu'un qui, justement, a peut-être moins d'affinité avec la science-fiction, brutale, là. Est-ce que tu fais référence à piou-piou, piou-piou, puis des fusils? Ah, mes films préférés. Oui, c'est ça. Effectivement, il y a une porte d'entrée là parce que, dans le fond, ça répond à la question qu'est-ce qui arriverait si? Oui. Et ça, on se pose comme pas mal tout ça, là. Comment, toi, t'es rentré dans ce genre-là, puis comment t'en es venu à te passionner pour ça? Je m'en suis pas rendu compte. Ça s'est fait de façon insidieuse. Puis là, je me suis rendu compte tout d'un coup que chaque fois que je regardais un film, puis qu'il m'habitait longtemps, là, que j'en parlais à des collègues le lendemain, que j'avais des réflexions qui me revenaient, mais c'était toujours un film de science-fiction. Alors, à un certain moment, je me suis dit, bien, tiens, je pense que vraiment, moi, ce genre-là, mais c'est la réflexion philosophique. C'est de pousser loin une idée. Je pense au film Children of Men, où c'est un monde où on imagine qu'il n'y a plus de fertilité. Qu'advient-il de l'avenir de l'humanité et le chaos qui est créé autour dans le genre humain si on sait tous, là, ici, qu'il n'y aura pas de lendemain, il n'y aura pas d'autres enfants? Donc, c'est de prendre une idée puis de la pousser le plus loin puis voir qu'est-ce que ça donnerait. Puis il y a toute l'idée des robots puis des technologies qui est venue aussi parce que ça me passionne, tous les développements technologiques. Et puis, le film Her, qui est un film avec Joaquin Phoenix où on imagine un homme qui utilise un système de robots comme on a déjà, là. On pense à Alexa ou exactement pour nous aider à gérer nos courriels, allumer nos lumières. Et puis ça, c'est déjà là. Et là, on est dans l'anticipation. Qu'est-ce qui se passe si on développe une relation avec cette entité-là? Et dans ce film-là, il en tombe amoureux. Et là, ça paraît complètement fou. Et pourtant, quand j'ai fait une recherche sur Internet, j'ai réalisé qu'il y a effectivement un homme en Chine qui s'est marié avec son robot. Et de plus en plus, on parle de cette réalité où des hommes, des femmes aussi, des gens tombent amoureux d'une entité robotisée, créée, superficielle. Donc, on n'est jamais très loin. Là, dans la science-fiction, on n'est jamais loin de la réalité, là. Tout à fait. Mais je pense aussi que ce film-là est magnifique. Moi, je m'attendais à voir un film où est-ce que, bon, on va chialer contre la technologie, on va rire de ce pauvre gars-là qui est amoureux. Mais non, c'est une super belle histoire d'amour, c'est même ça le pire. Mais
Je pense que tu disais, il y a des gens qui n'aiment pas le genre de la science-fiction. Je pense qu'il y a quand même, on pourrait faire 2 catégories, mettons. Il y a justement, on crée un monde totalement différent à la Star Trek, mettons. Puis là, il y a des geeks qui s'immergent là-dedans, puis qui connaissent les codes, connaissent le langage, puis un paquet de technologies bizarres. Puis pour comprendre une scène, il faut que tu aies regardé 3 saisons pour comprendre pourquoi est-ce que peser sur ce bouton-là, ça crée telle réaction, tout ça. Ça, je peux comprendre que ma grand-mère, elle embarque pas tant que ça. Non, mais c'est vrai, tu sais. Mais t'as d'autres histoires, un peu comme Her, par exemple, qui se passent dans 30 ans. Puis la seule affaire qui a vraiment changé dans le monde, ben, c'est cette affaire-là, tu sais. Et ça, peut-être que tu peux attirer plus de gens. Et souvent, c'est ça qui va être plus intéressant au niveau philosophique, justement, de changer juste une affaire. Le film Her, il n'y a pas de fusil, il n'y a pas d'explosion, d'accord? Fait que déjà, ça rebute certains auditeurs, mais c'est fondamental. Il faut voir ce film-là, absolument. Il faut se le taper. Premièrement, c'est pas si plate. C'est même très... Je m'excuse. Non, mais c'est excellent. j'ai trouvé ça excellent aussi, mais quelqu'un qui est habitué à des fusils et des explosions, c'est pas ça. Non, Sauf que ça montre exactement ce dont une partie du futur est fait. Ouais. Et là, c'est drôle parce qu'on est en science-fiction, en anticipation, et même là, avec l'exemple, par exemple, de Jules Verne ou de d'autres, quand on connaît ce qui se passe en ce moment, ne serait-ce qu'un peu avec l'intelligence artificielle, le métavers, c'est inévitable. L'onanisme technologique nous pousse vers ce genre de situation-là. Puis tu peux te dire, OK, ouais, mais ça va arriver de toute façon. Fait que pourquoi j'irais me taper un film pour le voir? Bien, parce que ça pose des questions fondamentales sur l'humain, l'humanité et ce qu'on veut. Oui, l'amour, mais ce qu'on veut aussi. Ouais. Les choix qu'on fait maintenant qui influencent le futur. Mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans la science-fiction, c'est que, dans ce que tu parlais, c'est que tout ce qui est inévitable, c'est que pourquoi voir la science-fiction, on en écoutait, puis pourquoi on en dévore autant, je pense aussi, c'est parce que ça nous prépare, tu sais, ça nous fait vivre quelque chose sans qu'on... Même si on sait que c'est pas réel. Donc, les films d'apocalypse aussi, c'est super à la mode. Depuis la pandémie aussi, les films de science-fiction qui ont rapport avec les pandémies vont exploser aussi. C'est que ça nous fait vivre des choses qui sont pas réelles, mais qu'on les vit comme réelles. Donc, ça nous prépare à voir qu'est-ce qui va arriver. Comme si notre cerveau a toujours besoin de se préparer au pire. Donc, on va regarder des films pour voir, OK, tu sais, dans la guerre des mondes, là, les machines arrivent, puis là, c'est la fin de l'humanité. Puis c'est comme si ça nous rassure de dire, bon, OK, on sait quoi faire. Ils n'aiment pas l'eau, je pense, c'est ça. En tout cas, dans telle situation, si on est envahi, on aura des ressources. Mais c'est comme si notre cerveau aime ça emmagasiner toutes sortes de possibilités qui sont complètement catastrophiques pour, après ça, se préparer à y répondre. Moi, j'adore à cette théorie. Mais il y a des courants aussi, puis ça, peut-être que tu pourras préciser. Mais il y a eu des périodes où la science-fiction était très optimiste, des périodes où la science-fiction était très pessimiste. Star Trek, justement, ça vient d'une époque, je pense, les années 60, où est-ce qu'on croyait que le futur allait être radieux. Je veux dire, c'est une utopie marxiste, Star Trek, à titre pratique. Oui, je fais du militantisme politique. Mais c'est ça, tu sais, alors que là, présentement, on est dans une époque où est-ce que, justement, les pandémies, les réchauffements climatiques, on a une vision peut-être un peu plus noire de l'avenir, et ça se reflète évidemment dans la fiction, pas seulement la science-fiction d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ils appellent ça de la fiction, parce que c'est pas de la fiction. Plein des affaires là, qu'on a vues dans les films de science-fiction, on les a à ça. Les souliers dans Back to the Future qui se lassent tout seuls, ils les ont inventés. Fait que tu peux pas me dire que ça, c'est de la fiction, que ça existe. Tu sais, là, le lightsaber dans Star Wars, là, moi, j'ai un couteau qui chauffe, que je peux couper du pain, ça toast mon pain en même temps. Tu viens me dire c'est pas un sabre laser, ça. Ça, c'est un sabre laser. Ça, là, je peux couper du beurre, là, frette, là, dur, direct. C'est un sabre laser. Ça existe. Il y a plein de technologies qui ont inventé qu'on n'a même pas demandé ça, là. On vit dans le futur, là. Des toilettes automatiques. J'ai jamais demandé ça, moi, là. J'ai jamais dit, hey, sais-tu quoi, ce serait le fun? Ça flush sans que je décide. Moi, j'haïs ça. Les sensors sont trop sensibles, OK? Tu bouges rien qu'un petit peu. La toilette est comme, elle a fini! Elle décolle. J'ai pas fini! C'est stressant. On vit dans un monde beaucoup trop futuriste. Moi, je m'ennuie du temps simple. Là, on est rendu avec des stylos. Qu'est-ce qui arrive au bon vieux crayon? Juste un morceau de charbon. Hein? Juste écrire avec un morceau de charbon. Ma mère a fait du scrapbooking, là.
tu peux avoir n'importe quelle couleur de crayon. Quoi, ça? On vit dans un monde, là... Moi, ça me dépasse. Les écouteurs, avant, il y avait un fil qui pluguait. Ils ont enlevé le fil. Qu'est-ce que je fais avec tous mes écouteurs avec les fils? Là, je suis rendue, il faut que je mette des affaires qui communiquent par télépathie avec mon téléphone cellulaire. Demande-moi comment ça fonctionne un téléphone. J'ai aucune idée comment ça fonctionne un téléphone. Tant qu'à moi, ça, c'est une machine qui me rend déprimée. Je sais pas que ça fait. C'est de la magie noire. Tout ce que je sais, c'est que j'ouvre ça, je vois sur Instagram, j'ai plus d'estime de soi. C'est quoi cette technologie-là? Ben bizarre. N'importe quand, là, bip, 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 je peux appeler le président. Tu sais, je peux communiquer avec n'importe qui. C'était peurant où c'est qu'on s'enligne. La science-fiction, tu sais, comme je disais, autour du 17e, 18e, c'est beaucoup le siècle des Lumières. Genre, on croit au progrès, on croit que le progrès va transformer le monde. Puis il y a toujours cette idée de... Moi, je m'en remets toujours à Einstein un peu. Là, c'est comme ma figure pivot, mais c'est que tu découvres... je veux dire, le nucléaire, tu peux faire une usine puis produire de l'énergie incroyable, ou tu peux faire une bombe atomique puis tuer plein de monde. Puis on est pas mal là-dedans avec les Russes de nos jours. Mais donc, il y a les deux possibilités, tu sais. Fait qu'on est pris avec un peu ces deux possibilités-là. C'est ce qui rend... Puis là, on est plus du côté sombre de ça. C'est-à-dire, on n'est plus vraiment dans la croyance, puis je pense que ça va prendre du temps. Mais il y a encore une petite croyance que la technologie va nous sortir du pétrin dans lequel on est sur la planète, mais... On pourrait regarder le film Wall-E, puis on va bien comprendre que c'est pas la réalité. Non, mais tu parlais de Her tout à l'heure, mais il y a aussi le Dark Side of Her qui est Ex Machina. Ouais. Qui est la même thématique, mais que ça tourne mal. Oui, ce film-là, c'était mon premier sur la liste. Je pense que c'est celui qui m'habite encore. C'est un film où c'est l'invention, finalement, de l'humanoïde robot qui et cette espèce de question où est-ce qu'il va prendre le dessus? T'sais, l'homme crée le robot va-t-il s'affranchir et avoir son libre arbitre? Ça devient comme inévitable quand on y pense. C'est pas encore là, mais c'est tellement tangible. Et dans ce film-là, on voit comment on le fait. Puis les questions puis les réflexions aussi. Moi, c'est ce qui m'habite. Il y en a un qui pose à l'autre, mais pourquoi tu l'as inventé? Puis il dit, c'est pas la question pourquoi. C'était, si moi, je le fais pas, c'est inévitable, c'est quelqu'un d'autre à côté de moi qui veut le faire. On est tous dans cette direction-là. Donc, pourquoi pas moi? C'est pas le pourquoi, c'est le quand. Et donc là, j'ai eu peur après le film. Je me disais, mon Dieu, il a raison, c'est vrai, c'est inévitable, c'est là qu'on s'en va. J'ai des collègues qui le montrent en classe carrément pour susciter la réflexion. Puis c'est ça qui est intéressant. Tu parlais tout à l'heure d'expérience de pensée. Bien, justement, en philosophie, c'est ça qu'on fait. C'est-à-dire, on fait pas... La philosophie n'est pas une science parce qu'on fait pas des vraies expériences, mais on s'imagine, on se dit, et si telle affaire arrivait, comment que ça se passerait? Puis, tu sais, je veux dire, une autre œuvre de science-fiction qui est La Matrice. Ben, je veux dire... C'est La caverne de Platon, c'est La machine d'expérience de Robert Nozick. C'est vrai que au niveau de La Matrice, par exemple, La Matrice, c'est un exemple probant de... ça s'est fait avant, au tout début de l'Internet, du moins, c'était comme... Puis la majorité des gens, pour avoir vu des reportages dernièrement sur Internet, mon Dieu qu'on riait de ça. J'ai une TV chez nous, pourquoi j'aurais besoin d'un ordinateur? Puis on connaît maintenant la portée de ça, et c'est notre réflexe humain constant, comme avec Facebook. C'est les enfants qui vont utiliser ça. Moi je suis pas là-dessus. Puis tranquillement, moi, je suis là-dessus, mais juste pour... Mais quand je parlais au début comme quoi on vit dans une science-fiction, ça a changé énormément. On n'a jamais été aussi près de la science-fiction, ce qui fait que des œuvres comme on aime, qu'on apprécie d'amour, sont peut-être plus près de nous qu'ils l'ont jamais été. On se fait du plaisir. Tu te déguises en Star Trek souvent, c'est ce que tu m'expliquais. non, mais c'est-à-dire, je suis un grand passionné, mais en fait, je suis jamais allé à une convention. Si un jour, il y a une convention dans le coin, j'essaierai peut-être d'y aller, mais en fait, moi, j'ai beaucoup d'évocations. En fait, mon histoire avec Star Trek est drôle parce que je me rappelle, la première fois que j'ai croisé Star Trek, c'est mon père écoutait ça sur la télé, j'étais très jeune. Puis j'ai regardé, c'était comme Next Generation, qui est comme le deuxième, c'est pas l'original, mais c'est comme il y a eu un deuxième. Une deuxième série, il y en a plein de séries, là, mais la deuxième, Next Generation, est assez connue. Puis il écoutait ça sur la télé, puis j'ai vu ça, c'était vintage, je trouvais ça laid, puis j'étais comme, ça n'a pas l'air bon, je vais pas écouter ça. Puis beaucoup plus tard, en fait, assez récemment, peut-être 5-6 ans, j'ai découvert ça.
Puis même s'il y a plein de trucs que je pourrais critiquer là-dedans, je me suis vraiment plongé dans l'univers. Puis c'est quelque chose qui m'a vraiment... T'étais en rédaction de thèse, je pense. Non, mais ouais, mais j'ai beaucoup fait de procrastination là-dessus, mais c'est un univers qui est vraiment, moi, que je trouve assez incroyable. Puis quand tu dis, genre, toi, t'es pour Star Wars, mais c'est vrai que c'est un peu comme les Beatles puis les Rolling Stones. C'est comme on est un... Les Star Trek et les Star Wars. Ouais, c'est ça. Okay. Puis moi, j'étais très Star Wars. J'ai grandi avec Star Wars. Mais quand j'ai découvert Star Trek, j'ai découvert un autre univers. Tu sais, c'est comme... c'est pas... Dans Star Wars, c'est comme le bien et le mal. Tu sais, c'est comme le bien va triompher du mal. C'est très hollywoodien. Puis Star Trek aussi, comme tu l'as dit, a un côté un peu... c'est la fédération. C'est comme une fédération des planètes qui inclut tout le monde, puis qui veut pas faire la guerre, mais explorer. C'est pour ça, le Trek, c'est explorer. Mais donc, il y a un côté un peu utopique à ça, de comme tout va bien aller, on va inclure tout le monde dans la fédération. Mais il y a un côté beaucoup aussi de questionnement. Donc, c'est beaucoup plus de l'exploration. Il y a un robot. Est-ce que ce robot-là a une conscience? Admettons, il y a une infection sur une planète, là, on se fait infecter. Ou on essaie de... Une des lois de Star Trek, c'est qu'on ne va pas intervenir sur une planète qui n'est pas arrivée à un certain développement, d'avoir le warp drive, donc d'être capable de voyager plus rapidement avec leur vaisseau. Donc, il y a tout ce côté-là qui me fascine. C'est encore une fois un peu, je me répète, mais c'est la puissance d'imaginer comme les conflits éthiques qui peuvent arriver. Au lieu de faire juste c'est le bien contre le mal, même si ça finit un peu par être ça souvent, là, c'est comme les extraterrestres sont pas gentils, puis les humains qui incluent d'autres gens sont supposés être gentils, mais bon, enfin. Mais l'idée, c'est plus qu'ils explorent des possibles. Tandis que Star Wars, je trouve je sais pas si je te convainc de... Je veux que tu répondes premièrement, puis là, fais attention à ce que tu vas dire. Star Trek ou Star Wars? Le côté intello en moi a envie de répondre Star Trek. Mais la vérité, c'est que j'ai beaucoup plus écouté Star Wars. En fait, je pense que je suis trop paresseux pour me lancer dans du binge-watching de Star Trek. Mais c'est drôle, parce que je lisais un truc récemment qui faisait une comparaison semblable avec Le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones. Okay. En fait, je pense que Le Seigneur des Anneaux, c'est comme Star Wars, c'est le reflet d'un monde simple comme on voudrait qu'il soit. Comme tu le disais, il y a les bons, il y a les méchants, il y a un héros, il y a de la magie, tout va bien aller. Alors que Game of Thrones, comme Star Trek, c'est un reflet du monde comme il est, c'est-à-dire compliqué, tendu, avec des... Il y a personne qui est totalement bon, totalement méchant. Ouais. Il y a de la politique, beaucoup. Il y a du sexe. Il y a du moins dans Star Trek, à ma connaissance. Non, c'est vrai. Tabou, c'est vrai que mais Captain Kirk, premier baiser interracial à la télévision. Absolument. Ouais, c'est vrai. Un homme à femme, le Captain Kirk. Mais au-delà, mettons, du débat Star Trek, Star Wars, j'aimerais ça savoir, y a-tu une œuvre qui, toi, parce que, bon, ici, il y a Star Trek, mais toi, y a-tu une œuvre cinématographique ou littéraire qui te fascine? Beaucoup. Là, présentement, ma copine me fait lire La Croisée des mondes, ça a été adapté à la télévision, entre autres, qui se passe dans un univers parallèle qui va rejoindre le nôtre éventuellement. Puis c'est le fun parce qu'il n'y a pas de mot pour science dans cet univers-là. À la place, ils ont deux disciplines qui appellent la philosophie et la théologie, mais qui remplacent en quelque sorte la science. C'est super intéressant. Sinon, moi, j'avais été marqué par une série qui s'appelait « Mon prof est un extraterrestre », une série de livres. Et je crois, en y réfléchissant un quart de siècle plus tard, je pense que c'est ce livre-là qui m'a donné envie de devenir prof. Je possède ce livre. Ah ouais? Je l'avais oublié dans mon petit tiroir de souvenirs oubliés et j'ai moi aussi eu un déclic. Puis je pense que ça a été mon premier contact avec la science-fiction. Puis ça a ouvert une porte à l'impossible dans l'enfant en moi. Puis là, tout d'un coup, c'était possible. Les extraterrestres sont peut-être parmi nous. Puis après ça, ben, tu sais, c'est sûr que quand je regarde un film comme Arrival ou l'arrivée de Denis Villeneuve, où on est dans le contact avec l'extraterrestre, dans le voyage dans le temps, c'est vraiment, selon la définition, un film de science-fiction, là, à moins que je me trompe, mais je trouve qu'on est vraiment dans la philosophie de « et si on se faisait beaucoup de peur avec tout ça, mais que finalement, c'était autre chose. » Donc, on ouvre, c'est confrontant, le temps circulaire, c'est quelque chose qui vient vraiment nous bousculer dans notre façon de penser. Puis moi, c'est ce que j'aime là, dans la science-fiction. C'est drôle parce que c'est pas un livre qui est super connu. Je pense que c'est la première personne que je rencontre qui... Mais c'est très bon, c'est une belle œuvre jeunesse, oui. Il faut conclure, malheureusement. Même si, officiellement, on vit clairement dans une science-fiction. Je pense que c'est indéniable. Merci beaucoup d'être venu participer à cette discussion. Merci à toi, Jonathan. Santé. Santé. Santé.
fantastique. On aurait dit Liberace mélangé avec les X-Files. C'est beaucoup plus X-Files que Liberace, je te dirais, là, mais oui, effectivement, j'apprécie le compliment. As-tu l'impression que des fois, ta vie est comme une science-fiction? Oui, souvent, pas pour les bonnes raisons, je dirais, là, quand ma technologie chie dans la maison à longueur de la journée, parce que tout ce que je fais, c'est sur les internets, fait que mon ordi qui bug pour une raison, mais j'ai l'impression que la machine prend le contrôle de ma vie. Toi, comme pour plusieurs personnes, j'ai l'impression. Oui. Mais c'est vraiment intéressant, la science-fiction, puis il y a quelque chose que j'ai toujours, moi, personnellement, mes préférés, mon style préféré de film et d'histoire, c'est la dystopie. La dystopie, c'est plus précis, c'est une branche de la science-fiction où tu as un futur relativement rapproché, plus ou moins rapproché, qui est très proche de ce qu'on a, mais qui a un peu chié. Oui, en fait, c'est un peu comme si l'auteur s'était dit « et si ». Oui. Et si, par exemple, les nazis avaient gagné la guerre, et si, qu'est-ce qui se serait passé, de quoi on aurait l'air aujourd'hui, mettons. Exactement. Et moi, je suis allée fouiller un peu, je suis allée voir qu'est-ce qui a été déjà fait et qui est passé un peu sous le radar, qu'on connaît pas vraiment, des choses un peu plus underground, des films de science-fiction et ou dystopie. Et j'ai trouvé quelques petits bijoux que je voulais partager avec toi. Oh, je suis chanceux. Oui. Fait qu'on commence avec un film qui s'appelle Iron Man. OK. Qui n'est pas le Iron Man de notre... Mais non, c'est un Iron Man qui date de 1989. Un cyberpunk japonais. Ça part bien. Oui. Qui offre une vision sombre et dystopique d'un monde si dépendant de la technologie que ses habitants y succombent sous forme de transformation. Donc, dans ce film, il y a un homme d'affaires qui se transforme tranquillement en machine, voit toutes les parties de son corps se transformer en métal. Wow! Il s'en fait des choses dont on n'est pas au courant. Hein? Dire qu'on écoute OD. Hein, on pourrait faire tellement de choses. Oui, avec un peu plus de fer. C'est juste plus vitaminé, disons. On a No Blade of Grass, qui vient de 1970. Un virus qui élimine les abeilles. Donc, élimine la nourriture. Tu sais, la plupart des abeilles pollinisent la majorité de ce qu'on mange sur Terre. Donc, le virus s'attaque aux abeilles. Plus d'abeilles. Plus d'abeilles, plus de manger. Plus de bouffe. Et force les gens à devenir cannibales. Ah ben oui. C'est un homme qui mène sa famille hors de Londres, où il rencontre des motocyclistes et violeurs anarchiques. Ben oui. Donc, apparemment, c'est plein de petites aventures là-dedans, de cannibalisme, de violence et autres. C'est relaxant, hein? Oui, un petit film du vendredi soir avec la famille. Des fois, il pleut le dimanche. C'est ça. À la place d'écouter Bobo... Le temps d'une paix. Le temps d'une paix, on écoute No Blade of Grass. Ensuite, un autre, j'aime beaucoup cette prémisse-là, Alphaville. 1965, un monde, Alphaville, qui est une ville où les émotions sont obsolètes et faire la démonstration, c'est illégal. Et c'est une ville qui est gérée par un énorme ordinateur. Donc, c'est un mélange de film noir, donc c'est en noir et blanc. C'est une dystopie, mais il n'y a aucun effet spécial dans ce film. Ça a été fait sans effets spéciaux. Donc, l'histoire, c'est un agent de secret qui doit chercher un agent qui était disparu dans cette ville-là, capturer et tuer le créateur d'Alphaville et détruire l'ordinateur qui gère la ville Alpha 60. Et fait cocasse, la personne qui a fait la voix d'Alpha 60, c'est quelqu'un qui a eu une opération à la glande thyroïde et qui parle avec cette caractéristique-là, robot. Donc, ils n'ont même pas passé la voix de la personne dans un robot. C'est vraiment... Vraiment zéro effets spéciaux. Et on s'entend probablement zéro budget aussi. Oui, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont fait pas d'effets spéciaux. Ils se sont dit, bon, on va juste aller à 100%. Ce que je fais avec toute ma vie, dans le fond. C'est beau, ça. T'assumes que c'est fait de boboche. Alors voilà, si vous voulez écouter une petite science-fiction un peu différente que vous n'avez pas encore découvert, ben, je vous conseille ces films-là. Tant qu'à se retaper Retour vers le futur pour la 160e fois. C'est ce que je fais régulièrement. Ben, c'est ça, faut que t'arrêtes.